Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Quand j'ai commencé à m'intéresser au changement climatique, j'ai questionné peu à peu mes habitudes de consommation alimentaire. Sur le contenu, la viande, le poisson, le fromage, mais aussi les contenants, l'aluminium, le plastique, le verre. Alors ayant une légère addiction au café, j'ai commencé par ce prisme. Vaut-il mieux le moudre soi-même ? L'aluminium, bon, comme c'est recyclable, est-ce que c'est vraiment si grave ? Voilà, je me posais ce genre de questions. Et pendant que j'analysais l'empreinte carbone d'une part de flan et l'emballage de mes fraises, je faisais l'impasse sur d'autres produits. Et parmi eux, il y avait le thé. Pendant longtemps, je ne me suis jamais demandé d'où il provenait et qui je rémunérais. Si la bergamote qui parfumait les feuilles était naturelle ou si mon petit sachet était recyclable. Bref, ma boîte de thé en supermarché avait totalement échappé à ma vigilance d'écolo. Alors pour connaître les bonnes pratiques, je me suis tourné vers une personne experte, un homme qui a dédié sa vie à cette boisson. Bonjour François-Xavier Delmas. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup de me recevoir chez Palais d'été. Les gens ne connaissent peut-être pas votre nom, mais ils connaissent forcément votre marque. Palais d'été, cette fameuse devanture verte que l'on voit dans plusieurs pays, notamment en France. Donc aujourd'hui, on va parler de thé, forcément. Quel thé boira-t-on en 2050 ? C'est l'objectif aujourd'hui, de parler du thé, évidemment, mais aussi d'expliquer un petit peu son évolution à travers le temps, et notamment sous le prisme du réchauffement climatique. On parle de 2,8 à 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Comment est-ce que ça va impacter la deuxième boisson la plus bue au monde ? Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Alors, j'ai vu que vous étiez chercheur de thé. Alors déjà, je trouve ça très chic comme titre, chercheur de thé. Et j'ai vu que vous étiez tombé dans le thé finalement par accident, parce que vous rêviez de devenir journaliste. Pourquoi vous n'êtes pas à ma place aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le thé ? Je peux aussi vous poser des questions. Oui, c'est vrai que je suis arrivé par hasard. J'avais envie d'être journaliste, mais j'étais fâché avec les études. Et j'ai fait un petit stage dans un journal d'informatique où j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu en Afghanistan, dans différents pays en ce temps, et qui étaient fans de thé. Et le point de départ de Palais d'été, parce que bon, aujourd'hui c'est connu, mais au début c'était juste une boutique, et les premières années ça a été assez difficile. Le point de départ, ça a été de constater qu'à Paris, on ne trouvait pas d'endroit dédié au thé. Il y avait des boutiques coloniales qui vendaient du thé, des boutiques anglaises, un côté british, où il y avait des herboristes, où il y avait des torréfacteurs de café qui vendaient aussi du thé. Mais du thé pour du thé, à la façon d'un caviste. Quand vous allez, il y a beaucoup d'analogies entre le thé et le vin. Quand vous allez chez un caviste, vous ne vous attendez pas à ce qu'il vous serve un folklore à côté du vin. Vous voulez juste tomber sur quelqu'un qui maîtrise, qui a une expertise, une connaissance, un accueil. Et voilà, donc on a essayé de faire ça pour le thé. Donc au départ, c'était juste une petite boutique, c'était une assoce, on était 45 actionnaires. Donc moi, je me suis greffé sur quelque chose, j'avais jamais bu de thé de ma vie, mais je me suis dit, ça me plaît, et je savais pas quoi faire, parce que j'avais bien compris que pour être journaliste, il fallait faire beaucoup d'études et que c'était difficile. Et voilà, je me suis comme ça greffé un peu sur quelque chose, et tout de suite, on a perdu de l'argent. Parce que personne ne comprenait qu'en fait, si la masse salariale est supérieure au chiffre d'affaires, c'est un peu comme la dette avec la France, si la masse salariale est supérieure au chiffre d'affaires, ça sent le sapin. Ça ne peut pas fonctionner. Et voilà. Et du coup, en fait, très vite, et moi, ça m'a passionné dès le début. J'ai découvert que le thé, c'était vraiment intéressant, et que les clients, le peu de clients qu'on avait, c'était dans une rue paumée du 6e arrondissement, le peu de clients qu'on avait, ça les intéressait pas mal. Du coup, on avait juste un problème avec le nombre de clients, mais les clients revenaient. Et du coup, très vite, de toute façon, c'était ça. Au moment de déposer le bilan, j'ai repris les parts de tout le monde, et je me suis mis au travail pour essayer. J'ai pas dû me payer pendant 3 ans en faisant des petits boulots à côté, jusqu'à temps que ça fonctionne. Et puis on a ouvert une boutique, puis une autre, puis une troisième. Et voilà, aujourd'hui, on va fêter nos 40 ans. 40 ans à la fin de l'année, donc voilà, mais ça a grandi. En fait, aujourd'hui, Palais d'été, ça se voit peut-être pas mal, parce qu'on a ouvert pas mal de boutiques, mais en fait, c'est un mouvement très lent, très solide et très costaud. Alors, si je dis que c'est lent, les équipes vont me trouver ça bizarre, parce qu'on fait quand même
Là, sur les 5 dernières années, on a dû faire 13% de croissance en moyenne, ce qui n'est pas évident quand on a déjà une certaine envergure. En tout cas, c'est quelque chose de solide et de constant. Et c'est d'ailleurs ce que j'allais vous dire, joyeux anniversaire, parce que fondé en 1986, donc 40 ans cette année pour Palais d'été, donc plus vieux que Facebook, plus jeune qu'Apple, vous êtes juste entre les deux. Donc un vrai esprit entrepreneurial, ce que vous disiez, vous y avez cru, parce qu'au début, voilà, on perd de l'argent, il faut finir par y croire, et finalement vous y êtes allé. Donc l'histoire de Palais d'été, c'est ça, on va rentrer dans votre domaine d'activité, évidemment, dans quelques instants, mais d'abord, je voulais vous demander... Quand on voit votre biographie, votre histoire, c'est une histoire de voyage finalement. Vous, je crois que vous êtes la moitié de l'année à l'autre bout du monde. Ouais, j'ai de la chance de vous voir aujourd'hui. Ouais. et vous qui avez parcouru le monde justement, alors là je m'adresse pas au fondateur de Palais d'été, je m'adresse à l'homme. Est-ce que vous avez vécu émotionnellement ou physiquement un impact du changement climatique ? Alors oui, je pense qu'on en a tous. Alors on a envie de regarder ou pas envie de regarder, mais je pense qu'on en vit tous. Peut-être le principal pour moi, il date d'il y a très longtemps. C'est c'est une histoire personnelle parce que j'ai eu la chance d'être emmené de passer tous mes étés d'enfance. C'était en Bretagne et c'était sur une île. Une île. Laquelle ? Il n'y avait personne d'autre sur l'île. Ah. Votre île à vous. C'était mon grand-père qui avait acheté cette île parce qu'il avait été... il était entrepreneur et il avait été nationalisé alors qu'il avait une petite entreprise. C'était en 1936, donc il y a un gros écart d'âge et moi je ne l'ai pas connu. Et bref, comme il était pas très content, il avait trouvé un endroit où on ne l'embête pas. Et il avait trouvé un petit caillou en Bretagne, accessible à pied depuis la côte. Donc c'est en Bretagne Nord. Et on a cet îlot, on l'a toujours aujourd'hui avec mes frères et sœurs. On n'a ni l'eau, ni l'électricité. C'est pas tellement un sujet, on n'en a pas besoin. Donc ces questions-là, je les vis depuis toujours parce que je sais ce que c'est que de faire attention. L'eau, on récolte l'eau de la pluie. Donc moi on m'a toujours appris à me laver avec très peu d'eau. Si elle avait servi à quelque chose, elle servait après autre chose. J'ai toujours appris à ce qu'on était presque autosuffisant pour les légumes, pour un certain nombre de choses. Et à chaque génération, parce qu'après ça a appartenu à ma mère et après à nous, frères et sœurs, on rajoutait des marches parce que la mer montait. Donc vous avez vu l'élévation du niveau de la mer. Donc je sais que chez nous, depuis l'enfance... Depuis l'enfance, je suis porté sur le fait de faire attention à la nature et de faire attention. Quand vous êtes seul sur une île, vous ressentez quand même une certaine fragilité. Et parce que votre îlot, il ne fait pas beaucoup d'hectares. Donc si jamais la mer, il y a des tempêtes, et si jamais ça grignote, il va falloir réparer les murs, faire attention. Il faut faire attention, c'est fragile, c'est un écosystème fragile. Est-ce que vous êtes de nature éco-anxieuse ? Non, parce que je suis plutôt un optimiste. Cela dit, là, avec la montée des eaux, quand on voit, donc c'est sur cet îlot, il est dans les Côtes d'Armor, à mi-chemin entre Perros-Guirec et Bréa à peu près, dans un endroit où il y a vraiment très peu de personnes. Et la commune a déjà fait tout un travail sur le trait de côte, et dans 20 ans ou 30 ans, l'eau, elle est dans la maison, a priori. Donc... à titre perso, c'est sûr que je suis vraiment impacté par ça parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup et je ne sais pas si ensuite mes neveux et nièces feront, et si nous, les propriétaires actuels et plus tard les neveux et nièces feront ce qu'il faut pour préserver ce bien qui, pour moi, je pense que dans la façon dont je me suis structuré, c'est un lieu qui est pour moi extrêmement important. Et dans votre vie professionnelle, pour aller découvrir les meilleurs thés du monde, vous voyagez beaucoup. Alors on va en parler, il y a un petit peu de thé en France, mais bon, c'est quand même assez loin. Comment est-ce que vous vivez avec ce paradoxe de l'obligation d'aller voir justement les champs de thé à l'autre bout du monde et l'impératif écologique ? Alors j'ai pas d'obligation. Je dirais pas ça comme bien ça. Voir. Je dirais pas qu'il faut, je dirais que c'est un bonheur d'aller... Alors... Déjà, je dirais que d'avoir passé tant d'étés de ma vie, il y a un seul été où je me suis pas rendu sur cette île. Donc c'est vraiment un lieu pour moi très important. Ça m'a appris aussi énormément de choses par rapport à mon métier. Forcément, si vous n'avez pas d'eau et pas d'électricité, votre confort, on s'éclairait avec des lampes à pétrole. Donc
on vivait avec le soleil et aussi avec la lune, puisque les marées, c'est la lune. Donc, et après, pour moi, quand je me suis mis à voyager dans des endroits qu'on me disait là, c'est peut-être pas très confortable, moi, j'ai toujours été habitué à ça, donc j'ai pas besoin d'aller dans des endroits très confortables et d'être au milieu de la nature. J'ai toujours passé tous mes étés comme ça. Donc ça m'a facilité le voyage, ces étés d'enfance sur cet îlot un peu perdu. Certainement, ça m'a donné une grande capacité à être bien partout, repartout, quelles que soient les conditions d'inconfort ou de ce que des gens peuvent estimer être un inconfort. Bon, après, aujourd'hui, on parle beaucoup du bilan carbone et de prendre l'avion, mais bon, alors déjà, moi, jusqu'à l'âge de la première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, je devais avoir 19 ans ou 20 ans. Donc, les 20 premières années, Vous étiez jamais voyagé. Les 20 premières années. Ouais. Et au début, les questions, elles ne se posaient pas. Voilà, si on s'intéresse au thé... En fait, toute l'histoire de Palais d'été, c'est l'histoire d'un lien direct avec des fermiers. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Palais d'été aujourd'hui ? C'est ce lien qu'on a et cette connaissance. Si moi j'ai écrit ou coécrit autant de livres, s'il y a tant de parutions qui sont liées à Palais d'été, un podcast et autres, c'est parce qu'on a beaucoup de matière, et cette matière-là, c'est auprès des fermiers. Donc Palais d'été n'existerait pas, il n'y aurait pas l'âme qu'elle a si nous n'avions pas été les uns et les autres à la rencontre des fermiers. Donc c'est inhérent à Palais d'été d'aller rencontrer la personne qui fait pousser le thé. Donc ça, c'est pour répondre au côté obligation où je ne dois pas aller, j'y vais parce que c'est un bonheur d'aller rencontrer des personnes qui font des thés absolument incroyables à différents endroits de la planète. C'est dans la nature de votre marque, donc marque créée en 1986, on l'a dit. Si vous aviez créé Palais d'été aujourd'hui en 2026 en matière de RSE, est-ce que vous auriez fait des choses différemment, ou alors est-ce que finalement c'est quelque chose, même si on n'en parlait pas à l'époque, que vous aviez déjà intégré ? Alors peut-être ce qu'on ferait différent, on expliquerait peut-être davantage qu'il faut mieux boire des très beaux thés, de faire attention, de s'assurer que les thés qu'on boit, ils font du bien aux gens et qu'ils font pas de mal à la planète. Alors peut-être qu'on serait davantage embarqué avec des histoires de cargo à voile ou de voir comment est-ce qu'on peut faire pour le transport, parce que c'est essentiellement une question de transport. Est-ce que ça changerait beaucoup les provenances ? Je pense que si on aime le thé, on a quand même envie de goûter à des thés très rares du Japon, mais on peut y prêter davantage attention et faire un tout petit peu attention au kilométrage, mais c'est surtout dans la manière de... En fait, le bilan carbone d'une tasse de thé, ce qui est crucial, c'est la préparation du thé, au moins autant que le voyage de la feuille de thé. Donc je ne peux pas vous dire que c'est vous, oui. C'est en fait faire chauffer l'eau. En fait, le théier, c'est un camélia. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens ne savent pas que le thé, quand on boit du thé, on boit une infusion de pousses de camélia. Et le camélia, c'est un arbuste à feuilles persistantes. C'est pas comme une asperge, pour la manger, il faut la couper et après, il faut espérer qu'il y en ait une nouvelle qui repousse. Donc le camélia, tout le temps. Voilà, toute l'année. Votre arbuste, et il est quand même assez imposant, votre arbuste, il va absorber du CO2 et du coup, le fait que vous préleviez les feuilles et que vous les envoyez par bateau ou par avion, ça, votre théier est capable de vous offrir le transport par air ou par mer. Et je dis ça, c'est important parce que beaucoup de clients pensent que toute la question du thé, c'est le transport. Et non, la question du thé, c'est pas le transport. L'essentiel de la question, alors ça peut être la manière de le faire pousser, mais c'est au moment de la préparation chez soi, il y a 2 règles majeures. C'est que si vous avez besoin de faire chauffer, si vous avez besoin de préparer 1 demi-litre de thé, faites pas chauffer 1 litre d'eau. Et voilà, quand on fait chauffer 1 litre d'eau alors que sa théière fait 1 demi-litre, à quoi ça sert de faire chauffer ? Et faites pas chauffer de l'eau à 100 degrés alors que vous avez besoin d'une eau à 70 ou à 80 degrés. Ça sert à rien aussi. Alors justement, je vais vous parler de toutes ces démarches. Là, vous m'avez fait parfaitement la transition donc vers la partie RSE.
Et donc je vais vous parler de la démarche environnementale, mais aussi de la démarche sociale dont vous avez parlé, qui sont tout aussi importantes. Alors justement, le fait que ce soit une seule plante, le camélia, pour être tout à fait honnête, il y a 48 heures, je ne le savais pas. je l'ai découvert. Alors ça fait partie justement que c'est parallèle avec le vin, voilà, que c'est une plante et ensuite il y a des cépages. Vous dites vous-même que dans vos boutiques, ce sont presque des cavistes. Voilà, ce sont des choses qu'on retrouve. Alors tout ça, je vais vous en parler, mais étant donné que dans ce podcast, on parle plutôt de climat que de plantes, déjà, parlons un petit peu du thé. Alors, juste pour remettre les choses en perspective, alors là, je reprends mes notes, c'est des chiffres. Donc, vous avez 130 boutiques, plus de 500 collaborateurs, plus de 80 millions de chiffres d'affaires donc ces dernières années, un immense succès entrepreneurial, et je vois que vous achetez presque 900 tonnes de thé. Donc, ça, c'est ce que vous achetez directement aux producteurs, qui a environ la moitié qui est en bio. Oui. Donc d'après ce que j'ai compris, la moitié, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. Oui, c'est un gros défi. Vis-à-vis donc justement des producteurs. Alors avant de rentrer dans ce détail, comment est-ce qu'on fabrique du thé ? Alors moi, il y a quelques années, c'était en 2014, ça me rajeunit pas, j'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka. Pour moi, j'étais dans une forêt et j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était un champ de thé. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je vois ça sous mes yeux et le moment où je le bois ? Alors, le thé, il est d'abord récolté. Alors, on va prendre le cas du thé noir, parce que quand vous récoltez des feuilles de thé, vous pouvez vouloir faire du thé vert, du thé noir, pour reprendre les deux couleurs les plus connues. On peut le faire avec le même arbuste. C'est pas un théier précis qui fait le thé vert, c'est pas un théier précis qui donne le thé noir. Ce qui définit la couleur du thé, c'est les gestes qui vont avoir lieu dans le bâtiment, dans l'usine, le lieu de la manufacture. Donc, je vais vous expliquer par exemple le thé noir. On va récolter les feuilles, et ces feuilles-là, elles vont passer environ 12 heures à se flétrir. En fait, le problème qu'il y a dans la feuille de thé est composée à 80% d'eau. Donc, une partie du travail va consister à faire perdre son eau à la feuille de thé. D'accord. Donc, on va récolter le thé. À la fin de la journée, on va le mettre à se flétrir. C'est donc la première étape, c'est le flétrissage. Elle va durer entre 10 et 15 heures selon le temps qu'il fait dehors, selon le climat, la saison. Et donc le thé va perdre à peu près la moitié de son eau. Et ensuite, on va rouler la feuille de thé. Là, je fais le geste avec mes mains, mais en fait, ça se fait dans une petite machine. Et rouler les feuilles de thé, il s'agit, ça dure à peu près une quinzaine de minutes, et il s'agit de malmener la feuille de thé. En fait, la feuille de thé, on a besoin de la malmener pour qu'elle donne quelque chose. Si vous prenez une feuille de thé, que vous la mettez dans l'eau chaude, il ne se passe rien. Quand vous dites si vous prenez votre feuille de camélia, la malmener, ça va être les friter ? Non, il ne faut pas la briser. Et il faut juste casser sa structure, mais sans l'émietter. D'accord. C'est simplement pour qu'à l'étape d'après, qui est l'étape de l'oxydation, le fait d'avoir malmené cette feuille apporte, lors de l'oxydation, une modification majeure de ses arômes, de sa couleur. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va devenir brune. Et beaucoup d'arômes que vous allez retrouver dans la tasse sont liés à cette étape d'oxydation. Et ensuite, il y a le séchage. Pour bien comprendre l'oxydation, vous avez l'exemple de la pomme. Vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, vous la laissez à l'air libre pendant une demi-journée, elle va noircir. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez malmenée. Et du coup, il y a une réaction qui se fait à l'oxygène et qui est cette oxydation. Donc c'est exactement ça qui se produit pour la feuille de thé, sauf que la feuille, on la coupe pas en deux. On va juste venir faire une pression sur ces feuilles et ça va simplement la déstructurer et ensuite elle va changer de couleur. Et en même temps que le changement de couleur, il va y avoir beaucoup d'arômes qui vont naître à ce moment-là et que vous allez retrouver à la tasse. Dans ce qui concerne les thés noirs, c'est très souvent des arômes de fruits, de bois, de cire, de miel, tous ces parfums d'épices, tous ces parfums-là dans les thés noirs viennent de cette oxydation. Et ensuite, on va sécher, pardon, je vous ai coupé la parole, et ensuite on va sécher la feuille de thé et le thé est fini. Donc ce qui est assez étonnant de la part du thé, c'est qu'il est fait sur le lieu de la récolte et qu'en 24 heures à peu près, dans le cas du thé noir, il y a des thés un petit peu plus compliqués. Par exemple, un thé qu'on appelle le oolong ou le thé bleu-vert, lui va prendre plus de temps parce qu'il y a plus de manipulation, mais quand même. Et quand je vous dis ça, c'est important parce que c'est le contraire du café, puisque le café, il voyage vers et il est torréfié dans le pays de consommation. Ce n'est pas le cas du thé. Le thé, il est fini dans les 24, 36, maximum 48 heures sur le lieu
de sa production. Peut-être qu'il y a une exception qui concerne un thé qui est fermenté, qu'on appelle le pu'er. On appelle aussi ça des thés sombres. C'est un thé qui vient de Chine, qui lui va se bonifier en vieillissant. Et donc ça va être typiquement un thé de la route de la soie, parti à dos de chameau, d'âne. Quand le thé était une monnaie d'échange contre le sel, contre des soies, des porcelaines, etc. Et donc le thé, en voyageant, surtout s'il était sur des animaux battés, il prenait la chaleur de l'animal et il évoluait. Donc il y a certains thés qui continuent à évoluer très longtemps. Mais pour rester sur la plupart des cas, thé noir, thé vert, etc., il est fini sur le lieu de la récolte. Maintenant, je peux encore vous donner une autre exception, c'est qu'il y a certains thés qui sont des thés parfumés. Le plus connu, c'est le Earl Grey, un thé à la bergamote. Lui, qu'est-ce qui se passe ? On va ajouter, et donc ça se fait plutôt dans le pays de consommation, on va aller ajouter une huile essentielle ou des morceaux de fruits ou de fleurs selon le parfum que l'on recherche. Mais dans le cas de l'Earl Grey, qui est un thé à la bergamote, on va rajouter une huile essentielle de bergamote, et ça se fait plutôt dans le pays consommateur. Une des très belles bergamotes pousse en Calabre, à Reggio, tout à fait dans le sud de la Calabre. Et donc, c'est là où vous avez des producteurs de bergamote. Donc là, on est plus sur un travail un peu comme un parfum. On va aller chercher l'arôme idéal, la bergamote la plus fine. Et comme le thé absorbe très bien les odeurs environnantes, on va le mettre en commun avec cette bergamote. Ça, c'est une difficulté dont j'allais vous parler, parce que vous êtes chercheur de thé. Oui. Donc, voilà, comme son nom l'indique, vous cherchez du thé. Ouais. Mais il y a beaucoup de thés qui sont parfumés, comme vous venez mais il de faut le dire. chercher. Quand on est chercheur de... En effet... En fait, quand on me demande mon métier, je préfère dire chercheur de thé parce que je me sens pas tellement chef d'entreprise, même si peut-être j'ai créé une entreprise, c'est même sûr, mais je sais pas si j'irais. Si je devais faire autre chose dans la vie, j'irais pas refaire ça. J'aurais envie de faire autre chose. Et chercheur de thé, pour moi, c'est ce que j'ai de plus, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est aller à la rencontre des personnes. Et alors, en effet, quand vous êtes chercheur de thé, vous vous intéressez. En fait, on s'intéresse à plein d'aspects. C'est pas juste d'aller goûter des thés et d'acheter ou de pas acheter. C'est de comprendre. Il y a un aspect humain qui est essentiel dans le métier de chercheur de thé. C'est de voir où sont les gens, comment est-ce qu'ils vivent, à quoi ressemblent les paysages, comment est-ce qu'on produit le thé, qu'est-ce qu'on met dans les sols. Et le thé, est-ce que c'est une culture intensive ? Est-ce que c'est quelque chose de très artisanal ? Si vous n'allez pas sur place, tout ça, vous n'en savez rien. Et donc, le métier de chercheur de thé, c'est d'aller sourcer, mais c'est aussi d'aller comprendre. Et en effet, quand on va sourcer du thé, on va sourcer aussi parfois d'autres choses. Regardez en Chine, un thé très connu, c'est le thé au jasmin. Alors, lui, c'est le contre-exemple de ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il est fait en Chine, parce qu'après avoir récolté la feuille de thé, la feuille de thé va passer plusieurs nuits de suite avec des fleurs de jasmin. Et ça se fait dans les jours suivant la récolte du thé. Mais bien évidemment, si vous vous intéressez à la Chine, et quand on s'intéresse au thé, on s'intéresse à la Chine, vous intéressez forcément au thé au jasmin aussi. Et si vous vous intéressez au thé au jasmin, thé au jasmin, il y a thé, mais il y a aussi jasmin. Donc il faut aller... donc c'est chercheur de jasmin. Vous êtes chercheur d'arômes. Mais pour oui, et quand il s'agit d'un thé à la bergamote, j'ai été à Reggio di Calabre pour comprendre comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on fait une huile essentielle de bergamote, et c'est passionnant. En fait, le thé, c'est quand même un métier... Le thé, c'est quand même quelque chose qui vous a conduit vers d'autres personnes. Ça ouvre à d'autres. Et du coup, le métier de chercheur de thé, c'est aussi logique qu'il s'ouvre à d'autres choses, à d'autres aspects, à tous les aspects humains possibles. Et le thé, c'est quand même une très longue histoire. Le thé, c'est 3000 ans d'histoire. C'est surtout la Chine. Ça a été au départ à la fois, c'est une histoire de moines, parce que le thé s'est répandu au moment où le bouddhisme s'est répandu. Le bouddhisme, il venait de l'Inde, mais il s'est beaucoup répandu en Chine. Et les moines bouddhistes appréciaient beaucoup le thé. Ce sont les premiers à en avoir fait l'éloge, parce qu'ils s'étaient rendus compte que le thé avait la propriété de maintenir l'esprit en éveil. Et ce sont des moines qui ont été de monastère en monastère à travers la Chine, puis après en Corée, puis au Japon, pour aller expliquer et planter avec leurs graines de théier dans leurs grandes manches, pour aller expliquer que le thé était utile à la méditation, à la concentration et à l'apprentissage des connaissances. Et par ailleurs, le thé a pris le chemin des caravanes, la route de la soie, traversé tous les pays en ce temps, jusqu'à aller jusqu'en Russie, puis en Europe.
Et après, ça a été les grandes aventures maritimes de l'East India Company, les Anglais, les Hollandais, avec leurs magnifiques voiliers qui ont fait connaître le thé en Occident. Donc là, je vous ai fait un peu le schéma de toute l'histoire du thé, mais ce que je veux dire par là, c'est que le thé, c'est une grande aventure humaine, pas toujours belle, hein. Il y a eu des guerres aussi avec le thé, notamment quand les Anglais ont commencé à vouloir implanter le thé en Inde qui n'y était pas. Ça s'est fait de façon douloureuse, notamment en Assam. Sri Lanka, c'est pas toujours joyeux non plus. Et voilà, et le thé, donc il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension de voyage, il y a une dimension liée au paysage. Quand on voit ces champs de thé absolument magnifiques, le thé, c'est des bonsaïs, en fait, c'est des forêts de bonsaïs, les champs de thé. Donc, ce métier de chercheur de thé, ça, j'allais dire, ça oblige, mais c'est tout sauf une obligation, ça vous ouvre en fait à des tas d'univers qui sont liés à l'homme. Alors cet univers, justement, moi, je le connaissais peu, donc cette remise en perspective, en tout cas j'en avais besoin, je trouve ça hyper intéressant. Et alors, donc, je vous disais tout à l'heure, donc, la moitié de votre THT c'est du bio, vous avez utilisé le terme d'agriculture intensive. Quelle est l'évolution de la maturité de la filière justement sur l'usage de ces produits? Alors je suppose que c'est très disparate d'un pays à un autre, hein, évidemment, mais sur la filière thé, dans l'utilisation justement de ces produits, où en est-on? Alors déjà, on n'a pas fait dans l'histoire... Quand je vous dis que le thé a 3000 ans, il n'a pas été organisé de la même manière. Et je pense que traditionnellement, c'était plutôt en Chine. Et ça n'a jamais été des cultures intensives pendant plusieurs milliers d'années. De même quand le thé est parti en Corée, puis au Japon. C'était des petits jardins de thé, des toutes petites... Je ne sais même pas des productions, ce sont des jardins de thé. Tout le thé en Chine était organisé en jardin. Donc il y avait une dimension artisanale évidente. Et encore aujourd'hui, quand vous allez en Chine, vous allez dans un village, on fait le thé d'une certaine manière. Vous faites 15 bornes, vous allez dans un autre village, et le thé est fait autrement. Et donc c'était à très petite échelle le thé. Ce qui a changé radicalement le thé d'échelle, ce sont les Anglais. Et c'est l'aventure coloniale. Où tout d'un coup, on a fait de la culture intensive. Donc le commencement de la culture intensive, ce sont quand les Anglais ont commencé à planter, à déboiser de façon colossale et à de créer d'immenses domaines. Et peut-être après, la façon de faire le thé, c'est plus du tout la même histoire, et la façon dont pousse le thé, la façon dont il réagit. Donc il y avait une tradition chinoise de petits jardins, de quelque chose de très qualitatif, et les Anglais se sont mis à faire d'immenses plantations parce qu'ils avaient besoin de thé, de très grands domaines, et plus tard en Afrique. C'est eux qui ont commencé à produire du thé au Kenya, et donc là on est sur des cultures intensives. Bon, après en Chine, il y a des Chinois qui se sont mis aussi à la culture intensive, et donc vous avez un peu deux sortes. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux sortes de thé. Il y a le thé artisanal qui correspond à ce qu'il était autrefois, et ce qu'il était au moins jusqu'au XVIIIe siècle, ou 19e siècle même, milieu du 19e siècle, début 20e pour l'Afrique, et le thé intensif. Et je dirais que la plupart des problèmes viennent du thé intensif, parce que si vous avez des plantations intensives, ça veut dire que vous n'avez plus de bosquets. Ça veut dire que vos plantations, à perte de vue, c'est du thé. Donc les animaux qui vont éventuellement attaquer le théier, est-ce qu'il y aura encore des oiseaux pour aller manger tel insecte tout ce qui n'était pas un problème autrefois parce que le thé était planté avec des graines, alors qu'après il s'est mis à être planté avec des boutures. Le problème des boutures, c'est qu'elles ne font pas des racines comme le font des graines. Par ailleurs, quand on veut faire des cultures intensives, on a tendance à privilégier, alors que le thé était plutôt des productions de montagne, parfois en terrasse, mais toujours de montagne. Or, on ne fait pas beaucoup d'intensifs en montagne. Donc on s'est mis à produire du thé dans des endroits où il n'était pas forcément le plus adapté, à savoir des terrains plats, mais le thé n'est pas du tout fait pour des terrains plats, parce que les racines n'aiment pas du tout être dans de l'eau stagnante. Le thé, il lui faut beaucoup d'humidité, mais il est très à l'aise en pente. Et les pentes, en général, c'est moins pratique pour des cultures intensives. Du coup, on a fait pousser parfois des thés, et dans beaucoup d'endroits du monde, des thés sur des surfaces planes, mais du coup, il faut drainer. Et c'est certainement aujourd'hui, les enjeux écologiques du thé sont bien plus forts là où il y a des cultures intensives que là où depuis toujours le thé pousse dans des montagnes, à flanc de montagne, dans des petites productions où il n'y a jamais eu besoin de mettre des intrants.
parce que tout l'environnement correspondait et que le thé était planté avec des graines et non pas avec des boutures. Et comment s'assurer, alors pour un consommateur lambda comme moi, que je vais boire un thé de qualité environnementale? Est-ce qu'il y a des labels? Est-ce que le bio suffit? Comment s'assurer que c'est bon? Non, je pense pas qu'il y a un label aujourd'hui. Il y a des labels, mais ils sont pas très... Bon, vous avez le label AB qui dit quand même quelque chose. Après, on peut pas dire qu'il y a un label qui fasse l'affaire pour le thé. Je crois pas. Il y a des labels qui disent pas grand-chose, qui regardent un peu le côté social, un peu l'environnement, mais ça va pas loin. Et puis il y a eu des scandales même avec des plantations qui portaient ces labels. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait... Moi, je crois que ce qui compte, c'est de... Alors, le logo AB, quand même, il dit quelque chose, hein, même si ce n'est pas une obligation de résultat, c'est-à-dire que les certificateurs vont pas forcément, contrairement à ce que le consommateur croit, le certificateur va s'assurer que tout est fait pour qu'il ne puisse pas y avoir de résidus de pesticides, mais ils ne vont pas forcément faire une analyse. Donc, en fait, chez Palais d'été, on s'est dit, on veut être le plus possible produit à partir d'agriculture biologique, mais on ne veut pas non plus, donc ça on l'a fait avec EcoCert qui nous certifie, on va quand même faire des analyses aléatoires sur ce qui est certifié AB, personne ne nous y oblige, sauf que c'est nous, on estime qu'on doit le faire. Et en revanche, on a créé notre propre label qui s'appelle Safety, pour travailler avec des personnes qu'on ne veut pas laisser tomber et qui sont incertifiables, qui pratiquent l'agriculture biologique mais qui n'auront jamais un label. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez au Népal une communauté de producteurs de thé, de fermiers qui sont en coopérative, et vous avez 130 personnes qui viennent apporter leurs feuilles fraîches à la communauté et à la manufacture, ils ne pourront jamais être certifiés, jamais. Le coût il sera exorbitant. Donc nous, on a essayé d'aider des personnes à être certifiées. On l'a fait par exemple en Géorgie, on a essayé aussi au Népal, mais on ne pourra jamais être 100% agriculture biologique. Donc là, on en a discuté en interne avec tous nos responsables de boutique, toutes les équipes, pour dire, bon, il y en a certains avec qui on bosse, et on pourra pas. Alors ils seront jamais certifiés AB. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse tomber ou est-ce qu'on crée notre propre label? On fait nos analyses et on fait le boulot du certificateur, sauf que c'est nous qui le faisons nous-mêmes, en s'assurant que c'est conforme. Et c'était unanime. Bien sûr qu'on va continuer. Et du coup, ça vous explique pourquoi chez Palais d'été, vous avez à peu près 50% de l'offre qui est certifiée par EcoCert, agriculture biologique, et l'autre moitié pour lesquelles on essaye de progresser, mais pour lesquelles en tout cas on fait toutes les analyses. Quand un lot arrive à notre entrepôt près de Paris, il passe d'abord 5 jours, il y a un prélèvement qui est fait, il y a 5 jours en labo, jusqu'à temps qu'on ait le résultat, et ensuite seulement on met sur le marché. Donc finalement, si je vulgarise, Palais d'été est prêt. Alors, je vulgarise, est un label en soi. En fait, si je vais chez Palais d'été, je sais que à peu près peu importe ce que je vais choisir, il y a un respect des droits humains, il y a un respect environnemental, et en fait je peux y aller l'esprit tranquille. En fait c'est aussi ça que vous prenez. Oui, alors on peut pas s'auto-labelliser, donc nous on fait du mieux qu'on peut, mais ça serait idéal d'avoir un label qui soit extérieur. Mais en allant chez Palais d'été, vous allez chez celui qui connaît le fermier. Et tout à l'heure, vous me demandez est-ce qu'on peut aller les yeux fermés. C'est quoi Pour moi, ce qui compte, c'est de connaître le producteur. Si je suis à la campagne et que je vais acheter des légumes chez un fermier autour, je connais la personne. Et peut-être que la personne n'est pas AB ou pas AB, mais en tout cas, je peux parler, je peux savoir quelles sont ses pratiques. Et c'est un peu ce travail-là que fait Palais d'été. Et on va acheter le thé chez les personnes avec lesquelles on se sent bien. Donc c'est pas une garantie à 100%, mais nous on fait et on progresse beaucoup, parce que ce qui est formidable, c'est que Palais d'été, c'est une entreprise à but lucratif qui est rentable et qui va dépenser beaucoup de sous à essayer d'améliorer les choses et de voir comment on peut améliorer cette filière. Du coup, ça nous donne aussi les moyens, mais des choses à améliorer, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on peut vous promettre beaucoup de choses, mais on n'a pas encore les moyens de s'assurer du niveau social. Ça, c'est très complexe. Comment s'assurer que dans tel village du Népal, le niveau social, ou au Sri Lanka, qui est un pays très difficile sur le plan social, il y a des plantations où je suis parti en courant. Il n'était pas question d'aller acheter du thé.
vu la façon dont sont traités les gens dans ces endroits-là. Mais heureusement, d'autres régions du Sri Lanka, notamment au sud, on trouve, et non pas dans les montagnes, on va trouver des personnes qui travaillent bien et qui sont considérées. Donc, le lien qu'on a avec les fermiers, il est essentiel à la compréhension. Donc, sans citer aucun concurrent, je sais que si je vais chez vous, au moins, il n'y a pas cet intermédiaire un peu flou. Vous connaissez directement le producteur, Oui. et je sais que ce soit... Alors, pour les auditeurs, j'ai 4 thés sous les yeux. Ouais. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, qu'il est... comme ça, tout le monde aura compris qu'il y a du thé. Que vous buvez un peu comme le vin. Exactement, on pratique la rétro-olfaction quand on goûte. Devant nous, on a un thé vert du printemps éternel, à côté de Chine. À côté, on est à Darjeeling avec un Nam Ring Upper. Et ensuite, à Taïwan avec un thé de la famille Wang. Bah oui, on connaît de la famille Wang. Et de même qu'à Nam Ring Upper, moi, je sais y aller les yeux fermés. Sans GPS. Sans GPS, je connais très bien. Je connais le producteur, celui qui le maître, celui qui est le tea maker, celui qui fait le thé. Et j'y étais encore il y a un mois. Et si c'est pas moi, on est 2 chercheurs de thé maintenant chez Palais d'été. Il y a Léo qui est là et on passe du temps. Oui, donc tous ces thés-là, on les connaît parfaitement. Alors, juste avant de passer à la dégustation, il y aura une autre dégustation, vous verrez. Je vois que le thé que vous avez sous les yeux, il est en vrac, et justement, c'était un sujet dont je voulais parler, le sachet de thé. Alors, moi, quand je vais dans une boutique de thé ou en supermarché, alors il y a des sachets, alors parfois ça ressemble un peu à du satin, il y en a qui sont en plastique, il y en a qui sont en papier, il y en a qui ont la petite ficelle, il y en a qui ne l'ont pas. Concrètement, quel est l'avenir du sachet de thé ? Est-ce que ça dégage des microplastiques ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter en vrac mais avec une boule ? Allez, éclairez-nous un peu sur le sachet de thé. Si on s'intéresse à la planète, la logique c'est le vrac. Pourquoi voulez-vous boire autre chose que du thé en vrac, franchement ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens se font une montagne du fait de préparer le thé. Ils imaginent qu'ils ne vont pas y arriver. Mais préparer du thé, c'est quand même mettre en contact des feuilles de thé et de l'eau. Tout le monde devrait y arriver. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi aller emprisonner des feuilles dans un sachet pour coudre. Donc en effet, si vous vous intéressez à la planète, et pour Palais d'été, c'est quelque chose de très important, c'est de faire la promotion du vrac. Pourquoi ? Alors, en effet, il y a des problèmes avec... Alors, on dit que dans les sachets dont l'enveloppe est en nylon, en effet, il y a des microplastiques. Mais utilisons du vrac. Alors, parfois, on ne peut pas. Demain, vous prenez l'avion. Peut-être vous êtes content d'avoir des petites... alors, vous avez du thé, des mousselines, par exemple, en coton, avec des mailles assez larges. Et dedans, vous pouvez avoir des feuilles entières. Donc là, on peut comprendre le sachet parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas, dans un avion, vous faites un vol de 14 heures, ou en bateau, parce que peut-être que vous ne prenez plus l'avion, je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas à ce sujet. Ou vous allez dans un hôtel où vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et dans ces cas-là, en dépannage, en effet, c'est bien pratique d'avoir des mousselines de thé ou des sachets de thé. Mais ce qui est un peu dommage parfois, mais là, il faut militer. Pourquoi, quand on est chez soi, on n'a pas du tout besoin d'avoir un thé en sachet. Et quand on est au bureau, c'est pas du tout compliqué d'avoir un mug. Ou alors, bien sûr que la boule à thé, c'est pas idéal. Vous pouvez avoir un filtre. Enfin, il y a 36 possibilités pour aller parce qu'il s'agit juste de filtrer ces feuilles lors que l'infusion elle est achevée. Mais il faut se poser la question à chaque fois qu'on va consommer du thé, mais est-ce que vraiment j'ai besoin d'utiliser un sachet ? Est-ce que je ne peux pas y arriver moi-même ? Et ça, c'est essentiel. Ah, vous avez mentionné... Et acheter du vrac. Je oui. pense qu'il faut, pour moi, la logique, c'est d'aller acheter du thé en vrac, d'aller l'acheter chez un marchand de thé qui vend du thé en vrac, de pouvoir regarder, sentir les feuilles au moment de l'acheter. Et voilà, et si votre marchand de thé connaît ses producteurs, c'est merveilleux. En plus, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alternatives. Vous parliez du filtre. C'est vrai qu'il y a les tasses, les gourdes avec le filtre où il suffit de le mettre, des choses comme ça. Et donc, il y a quand même des solutions. Et vous parliez justement de l'avion. Si je ne dis pas de bêtises, Palais d'été, vous êtes distribué dans les vols Air France ? Oui, absolument. On est à bord d'Air France. Et c'est quelque chose d'assez... pour nous, d'assez formidable, parce que Air France est quand même une belle image de la France, et que Air France ait choisi Palais d'été. Je trouve que c'est
C'est bien, on fournit aussi la présidence de la République, c'est aussi un symbole Très fort chic. de la France, où le Louvre aussi nous a demandé à un moment, et on continue à avoir un très beau partenariat avec eux, pour créer donc, le thé du Louvre, et d'imaginer quel serait le thé du Louvre. Et pour le Louvre aujourd'hui, le partenariat avec Palais d'été est très important. Il leur apporte beaucoup d'argent. En période de Covid, ça a été très important pour eux, et ça l'est toujours. Ça fait partie des produits dérivés les mieux vendus du Louvre. Donc aujourd'hui, il y a une collection d'un thé vert, thé du Louvre côté cour, thé du Louvre côté jardin, ainsi que 2 infusions du Louvre, Nuit égyptienne et Jardin de Vénus, pour rappeler les différentes collections. Et voilà, ça fait aussi partie du métier. À la fois, il y a le métier de chercheur de thé pour des thés qui sont sourcés tels quels. Et il y a aussi un métier un peu de parfumeur, comme je vous le disais tout à l'heure avec la bergamote, qui va consister à créer des assemblages, des recettes de différents parfums. Et c'était le souhait du musée du Louvre, avec lequel on est très fiers de collaborer. Alors, j'avais pas prévu cette question, mais vu que vous parlez de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il boit Emmanuel Macron comme thé? Alors ça fait c'est le 2e ou le 3e président pour lesquels je ne sais pas si. Alors l'Élysée, c'est quelque chose de la présidence de la République, c'est pas que le président. En fait, quand vous fournissez du thé pour tous les bureaux, pour les réceptions. Donc je ne sais pas à l'arrivée qui est-ce qui boit le thé. Je ne sais pas si notre président est un grand amateur de thé, est-ce qu'il boit. Ah, bon, ça, je ne saurais pas vous le dire non plus. Juste une dernière question avant de passer à la dégustation. J'ai vu que vous aviez un code de conduite de l'achat responsable. J'ai vu ça. Alors c'est vrai que l'achat, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, hein, que ce soit dans les entreprises privées, dans la commande publique. Et c'est vrai que c'est un aspect du rapport RSE qui m'a particulièrement intéressé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce fameux code de conduite ? J'aurais tendance à dire qu'on a un code de conduite depuis toujours, mais qu'il y a un moment où il faut le formaliser. Alors moi, je ne suis pas le meilleur formalisateur dans l'entreprise. Il y en a qui font ça mieux que moi. Et sans doute, on a été poussé aussi. En fait, chez Palais d'été, on fait des tas de choses sans forcément le dire, sans forcément que ce soit organisé. Et on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup, mais quand on devait répondre à des appels d'offres, par exemple pour les hôtels Accor ou pour Air France, tout ce qu'on faisait, c'était pas forcément valorisable parce que c'était pas soit audité par quelqu'un. Et du coup, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il fallait organiser. Moi, je suis plutôt un défricheur qu'un grand organisateur. Donc, dans l'entreprise, heureusement, il y en a qui sont très bons pour ça et qui ont organisé, à savoir qu'il faut lister un certain nombre de questions, interroger chacun de nos producteurs, chacun de nos fournisseurs pour s'assurer d'un certain nombre de choses et voir si toutes les pratiques sont respectées. Donc il y a le fait d'aller voir sur place, et ensuite il y a le fait de checker et que quelqu'un s'engage à délivrer quelque chose qui soit conforme à ce qu'on souhaite. Et alors, je vous ai dit que c'était la dernière question à la dégustation, en fait, j'en ai une autre. Est-ce qu'on pourra toujours boire du thé en 2050 et peut-être même en 2100 ? Comment est-ce qu'on va s'adapter pour continuer à boire du thé ? Alors, vous allez sûrement me dire, oui, on pourra toujours en boire, mais qu'est-ce qui sera différent ? En fait, il y a énormément de problèmes. Alors, je vous parlais du thé industriel, je pense qu'il y a énormément de problèmes divers et variés, avec notamment le thé industriel. Je ne me fais pas de soucis pour le thé artisanal. Il vaudra peut-être cher, mais c'est pas grave, peut-être qu'on en boira moins. Le thé industriel, il pose un problème majeur, c'est qu'il ne rapporte rien aux gens qui font pousser. Quand vous voyez, le Kenya est le premier exportateur au monde de thé. Premier exportateur au monde. C'est pas le premier producteur, parce que Chine et Inde en produisent plus, mais comme les Kenyans boivent peu de thé, en fait, tout est exporté. C'est beaucoup c'est pas le seul pays comme ça, mais c'est beaucoup. Le premier acheteur, d'ailleurs, c'est le Pakistan. C'est beaucoup de thé brisé. Mais c'est du premier acheteur, c'est le Pakistan. Ouais. Et c'est du thé qui vaut rien. Ça vaut $1,50 le kilo. Ou $2 le kilo. Mais si un thé vaut $2 le kilo, comment est-ce qu'il est possible qu'il rémunère les gens correctement ? C'est impossible. Si à l'arrivée, il ne vaut rien, il ne peut pas rémunérer correctement. Donc, il y a des gros défis avec le thé, mais qui ne sont pas que des gros défis climatiques, c'est aussi des défis sociaux. Et moi, je suis persuadé qu'il faut tout faire pour boire du bon thé. Et alors, tout le monde ne peut pas forcément boire du bon thé, mais ça ne coûte même pas plus cher de boire ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et puis, quand on fait une tasse de thé, c'est 2 grammes par tasse. Donc, si
il faut essayer de faire comprendre que le thé, ça peut être bon, le thé, ça peut être une belle histoire. Et oui, il y a un gros défi pour les productions massives de thé industriels qui finissent dans des sachets en papier et qui vaut rien du tout. Donc voilà, ça c'est un aspect important. Parce qu'en plus, ce sont ces productions-là qui vont souffrir d'aléas climatiques, sécheresse, inondations. Quand vos théiers ont été plantés par bouturage sur des faces planes, ça va être difficile les périodes de longue sécheresse parce que les racines ne vont pas puiser profondément. On peut faire des très bons thés avec des boutures. Hein. C'est pas... Même dans les montagnes, pour des très grands thés, on fait des boutures. Sauf qu'en culture intensive, ça pose des problèmes parce que si vous avez des inondations ou des sécheresses, vos théiers, ils vont être flingués. Ou si vous avez un parasite, comme c'est la même bouture pour tout, ils vont tous être éliminés. Donc il y a des gros problèmes en termes d'agronomie et des gros problèmes sociaux pour les thés qui valent rien. Ensuite, donc je pense qu'on boira toujours du thé. Alors il y a aussi, ce qui est drôle aussi, c'est de voir des initiatives. En France, il y a des gens qui se mettent à produire du thé. Alors il y en avait depuis un certain temps à La Réunion, mais en métropole aujourd'hui, il y en a pas mal. En Bretagne, dans les Pyrénées, ils font des très bons thés. Les deux freins à cette histoire, c'est la quantité produite. J'étais avec Marianne qui produit du thé au Pays Basque. J'ai rencontré la semaine dernière là-bas pour mon podcast Un thé, un voyage. Je me promo au passage. Allez-y. J'ai rencontré, j'allais revoir Marianne pour faire un épisode et Marianne, elle produit 30 kilos par an. Ah oui. Et voilà, et c'est une productrice importante en France. Bon, alors il y en a qui produisent un peu plus. Et le thé produit en France, alors ces thés sont délicieux, hein, parce qu'on peut croire que oui, mais est-ce qu'on va trouver du bon thé en France ? Oui, on a des producteurs en France qui font des thés délicieux. Mais ils en font presque pas, et ça vaut 1 000 € le kilo. Oui, donc c'est très cher. Ouais. C'est très cher, et du coup, ils le vendent au gramme. Ou presque, mais ils vendent tout, donc ils sont très contents. Et il ne faut pas espérer que ça soit moins cher, parce que... Non, ils arriveront peu à peu plutôt parce que la main-d'œuvre en France, ça coûte une fortune. Donc, et pour eux, ce qui est compliqué, c'est la main-d'œuvre. Une fois que vous avez demandé à votre belle-mère, à votre copine, à vos parents, grands-parents et tous vos potes de venir vous aider à récolter 1 fois, 2 fois, à défricher, la 3e, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Et du coup, c'est pas forcément simple de trouver la main-d'œuvre nécessaire. Donc, les coûts de production, ils seront toujours très élevés. Mais c'est quand même chouette de savoir que voilà, en métropole, dans l'Hexagone, on se met à faire du thé en Bretagne, Pays Basque. Alors ça, du thé en Bretagne, ce serait quand même. C'est chaud. En fait, il ne gèle pas, c'est humide. Et pareil pour les Pyrénées. Alors François-Xavier Delmas, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. Je pose toujours les 2 mêmes questions à mes invités et en général c'est plutôt moi qui apporte de quoi déguster, mais là c'est vous, évidemment. Bon, je ne dis pas aux auditeurs ce qu'on a sous le nez, je pense que vous vous en doutez. C'est au nom du changement climatique, de quoi seriez-vous prêt à vous passer et de quoi ne seriez-vous absolument pas prêt à vous passer ? Vous n'avez pas le droit de me dire d'une tasse de thé, c'est beaucoup trop facile. Et moi je réponds souvent donc à cette deuxième question, je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan. Voilà, je suis au flan, ce que vous êtes au thé, c'est une obsession. Donc je vous ai apporté une petite part de flan. Voilà, c'est pour ça, donc j'apporte toujours ça. Bon, c'est l'heure du déjeuner, vous n'êtes pas obligé de la manger maintenant évidemment. Et donc je vous laisse me répondre à ces 2 questions et puis on peut en discuter donc autour de ces tasses de thé. Vous pouvez peut-être aussi nous expliquer ce qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'il y a un thé français parmi les thés qu'on a ? Alors non, dans ce qu'on a sous les yeux, on est en Asie pour les 4 thés, mais il y en a un de ces 4 qui a une histoire particulière puisqu'on l'a fait infuser. Vous voyez, il est là, il a été infusé dans une eau à température ambiante. Et c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé de passer par la phase d'eau chaude pour faire infuser du thé. Puisqu'on a dit tout à l'heure que ce qui flinguait un peu le bilan d'une tasse de thé, c'était la bouilloire. C'est la bouilloire. Qu'elle soit, ou que ce soit chauffé d'ailleurs à l'électricité ou au gaz, dans les 2 cas, ça flingue. Mais vous pouvez très bien faire infuser le thé à température ambiante. Et simplement, il infuse mal, et il faut le faire plus longtemps. Donc ici, il a dû infuser environ 1 heure à température ambiante. 1 heure, donc un thé sud-coréen, si je me fie à l'étiquette.
Il a du goût. Il a énormément de Est-ce goût. que ça vous gêne qu'il ait cette température-là? Pas du tout. Donc là, on se rapproche en plus d'une expérience gastronomique. Alors, ce qui nous a incité à faire ce genre d'expérience, c'était pas forcément que pour des raisons climatiques, même si c'est intéressant, mais c'est parce qu'on est très sollicité aujourd'hui par les chefs. Et le thé, il sort de la théière. Et il entre beaucoup dans la cuisine. Et beaucoup de chefs s'intéressent au thé, soit à utiliser dans des recettes, soit pour faire des pairings, et en association avec des mets. Quand vous allez chez un chef étoilé, vous pouvez avoir un accord mets et vin. Mais saké. Voilà. Mais vous n'avez pas forcément envie, ça fait quand même beaucoup de quantité d'alcool, et vous n'avez pas forcément envie d'avoir, si c'est un repas en 7 services, d'avoir 7 verres de vin. C'est beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs qui proposent des accords sans alcool, ce qui ne vous empêche pas de prendre en plus 1 ou 2 verres de vin ou 3. Et dans ce cadre-là, beaucoup de chefs sont très sensibles à ce que le thé peut apporter et peut mettre en valeur. Et du coup, on a fait beaucoup d'essais sur des infusions à température, sur des thés infusés à température ambiante. Ici, vous avez un très grand thé noir de Corée du Sud. Et vous y pouvez très bien imaginer qu'avec une pâtisserie, avec un dessert à base de chocolat, par exemple, parce qu'il a un parfum naturellement très cacaoté. Vous pouvez aussi imaginer que sur une tarte tatin, ou avec un accord chocolat, ça conviendra mieux, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une boisson chaude pour ça. Et on le sent même au nez un petit peu le côté cacaoté. J'allais vous dire, ce serait parfait avec une part de flan peut-être, mais vous m'avez dit cacaoté, donc finalement un peu moins. Vous collaborez vous-même avec des chefs? Ah bien sûr, oui. Bien sûr, on travaille, on forme. On a une palais d'été à une école du thé, donc on va former beaucoup de chefs. Récemment, j'ai rencontré Maurice Sacco, son chef sommelier, son chef pâtissier. Ils sont déjà venus ici pour déguster des thés. Anne-Sophie Pic, on a régulièrement dégusté des thés ensemble. On travaille avec Claire Etzler, mais avec beaucoup de... Avec des très grands noms de la gastronomie française. Ouais, c'est avec beaucoup d'entre eux, de même qu'on fournit beaucoup de palaces pour le thé. Donc... Ouais, ils sont extrêmement, les chefs sont extrêmement curieux de thé, donc et quand je dis les chefs, ça va au-delà. Par exemple, ou des maisons je pense à la maison du chocolat. De temps en temps, ils ont besoin de créativité et ils vont vouloir comprendre. Ou une maison comme Valrhona va vouloir être très demandeur de dégustation de thé pour comprendre, pour ses maîtres chocolatiers, pour comprendre, ou chefs chocolatiers, pour comprendre qu'est-ce que le thé peut apporter dans une ganache, notamment, quelle matière première, sans parler du matcha qui a un effet aujourd'hui qui est demandé partout, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que les modes, ça ne fait jamais du bien à la planète, en général. Donc vous avez soit des gens qui se mettent à faire des faux, soit à changer des habitudes de producteurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, en effet, le thé aujourd'hui, en tout cas, fait partie de la gastronomie. Et comme si tout d'un coup, au même titre qu'une épice, comme si... Et ce qui est curieux, en fait, c'est que pendant tant d'années, on se soit si peu intéressé au thé. Et la France n'étant pas un pays de thé, tout d'un coup, il y a cette rencontre aujourd'hui du thé, de la gastronomie, peut-être le fait qu'il y ait pas mal de boutiques qui ouvrent aussi. Ça donne l'idée de s'ouvrir au thé et du coup, voilà, le thé est en train de fleurir, mais notre consommation en France est quand même très basse. On boit 240 grammes de thé par an par habitant. Et vous avez 2 grammes par tasse, donc ça fait 120 tasses. Et dites-vous que les Français font 240 grammes et les Anglais sont à 3 kilos. Ah oui. Du coup, notre consommation, elle est quand même intéressante, parce qu'en France, c'est quand même relativement... Si vous voulez, en France, les thés qu'on boit, c'est soit des très beaux thés, soit des thés en sachet infâmes. Et alors que si on regarde ce qui part en Grande-Bretagne, c'est essentiellement des thés brisés et de la poussière de thé, parce que les Anglais le boivent avec du lait. Donc nous, d'ores et déjà, peut-être à cause de notre culture liée au vin, on a envie de découvrir le thé tel qu'il est, en France, on apporte plutôt des thés assez qualitatifs. Et donc, vous ne m'avez pas répondu. De quoi pourriez-vous vous passer et de quoi ne pourriez-vous absolument pas vous passer? Je pense que l'être humain peut se passer de tout. Je pense qu'on a une capacité à se remettre de tout et à se passer de tout. On finit par s'habituer. Ouais. Mais en effet, j'aimerais pas qu'on me prive
non seulement de ma tasse, j'aimerais pas qu'on me prive de mon kayak pour faire de marche à pied, de mon kayak, mais je pense que j'utilise pas beaucoup d'énergie à la planète vu que c'est la mienne. L'énergie Moi, des du moment bras, que ça j'ai va. un kayak, des romans à lire et des promenades à faire dans une nature qui est belle et des thés délicieuses, mais des choses simples en fait. Moi, je suis heureux avec des choses très simples. Donc, Et je ne peux pas clôturer cette émission sans vous demander une recommandation. Qu'est-ce qu'on boit comme thé avec un flan ? Quel serait l'accord flan-été ? je prendrais un oolong de Taïwan parce qu'il a des notes un peu beurrées, un peu florales, un peu beurrées, et à la fois il serait en partie en ton sur ton et en même temps cette note florale et végétale qu'il apporterait au flan. Eh bien écoutez, rendez-vous est pris. Je vais donc, en sortant d'ici, aller chez Palais d'été acheter un oolong de Taïwan pour déguster ma part de flan. Merci beaucoup François-Xavier Delmas. Merci Baptiste. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les applications de streaming et les réseaux sociaux. Vous pouvez également noter l'émission sur 2 applications, Spotify et Apple Podcast. Si cet échange vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et publiez-le sur les réseaux sociaux. Sur ce, je m'en vais de ce pas déguster une part de flan avec une bonne tasse de thé et je vous dis à très bientôt.